Ben, je vous propose qu'on démarre. Vous êtes déjà une petite vingtaine d'inscrits. Donc, bonjour à tous et à toutes. Merci de votre présence à ce temps de partage. Pour reposer un petit peu le contexte, ce petit webinaire, il est proposé par la Fédération des centres sociaux, avec la participation, et je le remercie, de Pierre Perrier, qu'on représentera juste après. Il s'intègre pour la Fédération des centres sociaux dans le cadre des travaux du groupe thématique parentalité, famille, petite enfance, éducation, qui se réunit depuis quelques temps maintenant et qui, parmi ses travaux, travaille sur la question de l'éducation. C'est un sujet qu'on a un petit peu amorcé. La crise sanitaire en cours et le confinement venant quand même fortement mettre cette question un peu sur le devant de la scène, on a souhaité proposer au sein du réseau, alors à la commission famille, mais élargie à différents participants, et puis on pourra retrouver ce webinaire sur le site de la FCSF. On a souhaité proposer un petit peu ce temps pour justement prendre un peu de recul sur cette question-là, partager un petit peu des choses. Il est vrai que depuis le 16 mars dernier, hein, la question de la continuité pédagogique est un peu arrivée sur le devant de la scène. Elle met les centres sociaux dans une place particulière. Et quand on regarde tout ce qui se passe un peu sur le territoire, on voit que les centres, notamment à travers, par exemple, la poursuite de l'action des classes, les contrats locaux d'accompagnement à la scolarité, sont très présents dans du relais, de la veille, du soutien auprès des familles et des élèves. Alors, ça se fait à travers des appels téléphoniques, l'organisation de sessions collectives en ligne, sur tout un tas de réseaux sociaux aussi. Et à la fois, ça mobilise les professionnels et les bénévoles. Et puis, il y a aussi, c'est un autre pendant assez fort dans ce qu'on a pu observer, un accompagnement matériel qui se fait en tout cas dans ce soutien à la continuité éducative, des photocopies de cours, des prêts de matériel informatique, etc. Pour poursuivre un peu sur cette introduction, on voit actuellement en fait comment les centres sociaux ils se positionnent entre acteurs comme acteurs de coéducation. Euh, et dans les échanges qu'on a pu avoir au sein du réseau, vraiment cette notion d'élargir la continuité pédagogique à une réelle continuité éducative. C'est tout le sens de ce qui est proposé par les centres, en faisant parfois aussi baisser la pression, entre guillemets, sur les familles, de pouvoir proposer d'autres activités. Et c'est bien aussi parce que les centres sociaux sont acteurs de l'éducation populaire qui proposent ça. On l'a vu là sur la période de vacances notamment qui s'est proposé, beaucoup d'initiatives se multiplier en ligne, mais aussi hors ligne, avec parfois par exemple des kits pédagogiques distribués par des centres, des initiatives de ce type-là. Je ne reviens pas dessus, mais de dire aussi que la période, elle est quand même, elle cristallise aussi un certain nombre d'inégalités qu'on pointe au sein de la fédération nationale, que vous pointez aussi dans les fédérations locales et dans les centres localement, dans le relais auprès des collectivités, des inégalités sur les questions de logement, sur l'aide alimentaire aussi d'urgence qui arrive de plus en plus, dans l'accès au numérique, etc. Pour poursuivre un peu sur le contexte actuel, hein, dans les éléments qu'on a un petit peu analysés avec les différents participants aussi de la commission famille, on a vu comment la période, elle nécessite plus que jamais d'agir avec les familles. Il y a vraiment une nécessité pour éviter le burn-out parental, comme on dit parfois, pour favoriser un petit peu du répit, de penser cette période avec et pour les familles. Et puis de les penser aussi en partenariat, alors parfois facilement, parfois moins facilement, en partenariat avec les acteurs de l'éducation nationale, mais en partenariat aussi avec les collectivités, avec d'autres associations. Et on le voit d'autant plus dans le déconfinement qui s'annonce que ce maillage partenarial, ce maillage territorial est assez fort. On y reviendra, il y aura sûrement aussi des questions là-dessus. Hein. Dans le penser l'après, les centres sont actuellement très, très mobilisés. Pour vous situer aussi un petit peu, et avant de présenter Pierre et de donner la parole, la FCSF, elle est mobilisée sur cette question-là. On participe à différents groupes de travail, à la fois au niveau de la Caisse nationale d'allocation familiale sur la petite enfance, sur les structures d'animation de la vie sociale, et au sein de l'éducation nationale, alors pas directement dans l'éducation nationale, mais au sein de ce qu'on appelle la direction jeunesse, éducation populaire et vie associative, qui est rattachée dans le grand ministère de l'Éducation nationale. On participe aussi aujourd'hui à l'élaboration des cahiers des charges sur tout ce qu'on appelle les vacances apprenantes, etc., pour pouvoir construire aussi des éléments là-dessus.
Et puis un partenariat qui se travaille aussi avec l'Agence nationale de la cohésion des territoires, donc plus spécifiquement sur la question des quartiers en politique de la ville et des enjeux de continuité éducative, comme ça peut être nommé. Voilà. Voilà pour ce temps d'introduction. Alors, pour présenter Pierre Perrier, mais il le complétera, d'abord remercier de cette disponibilité. Donc, Pierre est sociologue, professeur en sciences de l'éducation à l'Université de Haute-Bretagne, spécialisé vraiment sur les questions concernant l'école, en particulier dans les quartiers difficiles, et qualifié en particulier sur l'analyse des liens entre l'école et les familles. Euh, pour, euh, pour notre matinée ensemble, donc Pierre va avoir un propos liminaire un peu sur ses travaux, l'analyse de la situation pendant 15-20 minutes. Et puis, on aura ensuite loisir d'échanger ensemble. Alors, je repréciserai les petites règles techniques. Il y aura peut-être un ou deux couacs, puisque c'est la première fois que j'anime un webinaire comme ça en ligne, mais ça devrait plutôt bien se passer. Voilà. Pierre, je te laisse la parole. Alors, il faut que je réactive. Hop. Je pense, activer ton micro, Pierre. Parce que Voilà. Est-ce qu'on m'entend? oui, c'est tout bon. D'accord. Donc, merci à la Fédération de son invitation et de me donner donc la parole. Alors, effectivement, enfin, j'ai été présenté brièvement. Donc, je travaille plus particulièrement sur la relation école, parents, enseignants-parents dans les quartiers prioritaires, dans l'éducation prioritaire. Donc récemment, j'ai fait paraître donc un livre sur les familles précaires face à l'école. Je parlais de parents invisibles. Et c'est intéressant d'ailleurs à la lumière de la configuration actuelle, puisque finalement, il reste invisible d'une certaine manière, mais beaucoup plus sollicité, beaucoup plus actif qu'il ne l'était. Et donc ce travail, j'en dis juste deux mots brièvement, mais a consisté pendant 3 années à accompagner des familles dans un quartier donc, où les difficultés, l'échec scolaire étaient très, très présents, sont toujours présents d'ailleurs, des informations dont je dispose aujourd'hui. ATD Quart Monde a été missionné, mandaté par la ville pour mener des actions de renforcement du lien entre les parents et l'école. Donc, ça m'a donné l'opportunité de rencontrer des parents qu'on voit peu, voire jamais, que les enseignants ne connaissent pas, mais dont ils parlent, ceux qui sont parlés plus qu'ils ne parlent, comme disait, je crois, Pierre Bourdieu. Et effectivement, l'objet du livre, mais ce n'est pas que ça évidemment, mais c'est quand même de leur donner une voix, parce que ils sont peu présents, peu représentés et ont rarement la parole. Alors, c'est pas très facile de faire le lien nécessairement avec le contexte actuel. Moi, j'ai juste quelques éléments de réflexion, hein. Je ne vais pas faire un diaporama qui déroule nécessairement tous les aspects des analyses que je propose sur la relation école-famille, mais peut-être essayer de faire une mise en perspective, faire un lien. Alors, et surtout essayer de répondre à des questions que vous pourrez donc me poser et préciser mon propos. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce confinement et qu'est-ce qu'on entrevoit à la fois dans ses effets et du déconfinement ou de la reprise progressive. Alors, il me semble qu'on pourrait dire que la situation actuelle, c'est une situation finalement où l'instruction en famille est devenue quelque chose de généralisé et d'obligatoire. On peut essayer de voir les choses comme ça, c'est-à-dire qu'on a demandé à tout parent, quel qu'il soit, quelles que soient les conditions, quelles que soient les ressources, de devenir un auxiliaire pédagogique en quelque sorte de l'école,
ce qui n'est pas sans poser problème. D'une part, parce que, une fois de plus, c'est l'expression d'une forme d'ethnocentrisme institutionnel, c'est-à-dire l'école pense les choses à partir d'elle et uniquement à partir d'elle, et l'impose à toutes les familles. Donc ça, c'est quand même assez embarrassant lorsqu'on parle de coopération ou de coéducation, de voir qu'il n'y a pas de réciprocité, qu'il n'y a pas de concertation en amont avec les parents et qu'on leur dicte en quelque sorte le rôle qu'ils doivent tenir sans prendre en compte suffisamment donc les conditions de possibilité pour ces parents d'endosser le rôle. Donc d'une part, euh, cette idée d'ethnocentrisme institutionnel, cette idée que la continuité pédagogique demande aux parents d'être en quelque sorte des auxiliaires pédagogiques. Donc, il me semble que, ne serait-ce que dans les mots, l'institution nous dit à quel point, finalement, elle prescrit des injonctions, mais ne fait pas avec les parents tels qu'ils sont. Deuxième remarque, c'est qu'effectivement, les conditions de possibilité ne sont pas réunies. Là, je ne vous apprends rien, mais il est bon de rappeler parfois des choses qui sont un peu oubliées, qui sont même peut-être euh, présupposées, voire impensées du côté de l'institution. Quant aux conditions de logement, ça a été dit par Hugo tout à l'heure, les conditions de logement, c'est la possibilité de s'isoler, de dégager un espace et un temps qui ne soit pas effectivement dans le cadre du confinement totalement télescopé par les flux, les activités des uns et des autres. C'est la question, ça a été beaucoup commenté, de la fracture numérique, hein, évidemment. C'est-à-dire pas simplement avoir les outils, mais avoir la maîtrise des usages des outils, savoir comment faire pour accéder à l'information utile, ne pas se disperser, ne pas s'égarer sur le net. C'est la question de la disponibilité des parents, hein, l'instruction en famille. Quand on regarde les quelques travaux de sociologues sur cette pratique qui est beaucoup plus répandue, par exemple aux États-Unis, où elle se développe d'ailleurs hein, qu'en France, où l'école républicaine reste une école qui encadre, contrôle beaucoup et laisse finalement relativement peu d'autonomie aux parents. Et l'instruction en famille, on voit sociologiquement que ce sont des parents qualifiés, souvent une mère qui ne travaille pas ou qui a décidé de cesser son activité pour se consacrer entièrement à la scolarité de ses enfants, des conditions de vie et des ressources qui permettent effectivement cette instruction en famille. Donc là, on fait comme si on avait ces conditions dans toutes les familles. Donc c'est pour ça qu'on peut dire qu'il y a comme un impensé de la part de l'institution qui est quand même un peu embarrassant au regard des réalités que l'on connaît, notamment dans certains quartiers. Donc, la question de la disponibilité en temps et la disponibilité mentale des parents. Hein. Hugo parlait du burn-out parental, mais effectivement, je pense qu'on atteint des points de saturation des parents. Aider son enfant, et a fortiori quand il est confronté à des difficultés dans ses devoirs, dans l'instruction, c'est pouvoir dégager suffisamment de ressources, bien sûr, mais aussi de temps pour être disponible donc, et efficace si possible dans ce travail. Il y a bien sûr la question des compétences scolaires multiniveaux, j'ai envie de dire, puisque les enfants peuvent être scolarisés à l'élémentaire et au collège, hein, et on sait très bien, enfin, mes études le montrent et bien d'autres, hein, qu'il y a un décrochage scolaire parental précoce dans des familles populaires. Hein. Une grande enquête de l'INSEE montrait que 50% des parents non diplômés ne parviennent pas à aider leur enfant dans ses devoirs à la maison, à l'école élémentaire. Hein. Donc, très vite, les parents ne sont plus en situation de pouvoir ni aider ni faire aider leur enfant, hein, pour des raisons notamment économique. Et ce qui fait qu'on attend de l'enfant qu'il soit autonome dans son travail, donc une notion tout à fait intéressante et à valoriser, mais qui implique là aussi des conditions en termes de socialisation, en termes de, de, de,
logement pour que l'enfant puisse dégager cette autonomie nécessaire pour ses apprentissages. Donc, on pourrait dire que le confinement, c'est un formidable révélateur avec un effet de loupe de tous les présupposés et impensés de l'institution. Et d'ailleurs, on voit bien qu'il y a un certain nombre de commentaires, de critiques qui se font à l'égard de l'institution. Alors, quels sont les risques? J'ai deux aspects à développer de façon complémentaire pour peut-être engager les échanges avec vous. Quels sont les risques? Les risques, ils ont été pointés, Hugo l'a rappelé, c'est l'aggravation des inégalités. Je pense que là, on est sur un processus qui, hélas, devrait se vérifier. C'est que on va avoir des élèves qui, déjà plus en difficulté, le seront encore plus dans le cadre du confinement, jusqu'à d'ailleurs un point irréversible, hein, en quelque sorte, c'est-à-dire qu'ils auront tellement de difficultés qu'à un moment donné, ils ne suivent plus, sauf s'il n'y a pas des effets de rappel par des institutions, par des acteurs sur les territoires, par des tiers qui vont pouvoir effectivement raccrocher des élèves qui sont en voie de décrachage avec des parents tout à fait impuissants scolairement pour aider leur enfant. Et il faut bien comprendre qu'une des choses les plus difficiles, alors pour les enseignants de leur classe, c'est ce qu'ils appellent la mise au travail des élèves. C'est-à-dire que les élèves, une fois ils ont mis leurs affaires sur leur bureau, à supposer qu'ils aient effectivement toutes leurs affaires, qu'ils se mettent au travail, c'est-à-dire qu'ils dégagent une disponibilité cognitive pour apprendre, qu'ils se mobilisent dans l'activité d'apprentissage. Et on peut imaginer, il y a des parents qui m'écoutent, qu'effectivement, à la maison, cette mise au travail, dans un cadre qui est un peu quand même étrange. Hein. On ne sait pas très bien quel statut il a, ce temps un peu indéterminé. Alors, en plus, quand il y avait du soleil, donc on ne savait pas très bien si c'était des vacances forcées ou d'instruction en famille. Mais donc, une mise au travail très, très, très difficile et d'autant plus difficile pour les élèves qui sont en difficulté et des parents qui ne peuvent pas aider. Donc, je pense que là, il y a un enjeu vous voyez, qui est en amont en quelque sorte. Ce n'est pas simplement l'enfant rencontre des difficultés face à ses apprentissages, c'est comment il se met au travail. Et là, je pense qu'il y a matière à réfléchir. Et donc, évidemment, qu'on risque d'avoir des inégalités dans cette mise au travail, des inégalités avec certains qui vont accumuler des difficultés, hein, jusqu'à un point irréversible, comme je le disais. Et puis, pour d'autres, on va dire que d'une certaine manière, la continuité pédagogique va être optimisée, c'est-à-dire qu'ils vont faire encore plus que ce qu'on leur demande, et d'une certaine manière, ce plus des meilleurs, en quelque sorte, contribue à poser les inégalités. Deuxième risque, c'est une responsabilisation accrue des parents face à ces apprentissages, face au rôle qu'on leur demande de tenir, sans même qu'ils aient les compétences, sans même que les conditions soient réunies. Donc, je dirais qu'on a une fonction parentale élargie, mais encadrée. Encadrée par l'institution, qui a des attentes assez précises, qui a même une forme d'injonction finalement à l'égard des parents qui doivent faire à leur enfant, avec le risque, comme j'ai pu le comprendre hein, auprès des familles les plus précaires, qu'effectivement ces parents soient très tôt disqualifiés, alors disqualifiés scolairement parce qu'ils n'y arrivent pas, ils ne comprennent pas, ils sont parfois allophones, et disqualifiés symboliquement, c'est-à-dire au travers de ce qu'ils représentent pour leur enfant. Hein. Un parent qui ne peut ni aider ni faire aider, vous voyez, perd un petit peu finalement de son autorité légitime parce qu'il ne sait pas comment faire, il n'est pas un parent aidant. Donc les parents vont se retrouver, pour certains, j'imagine, dans ce rôle de contrainte, de rappel à l'ordre, avec tous les risques de tension dans la famille, donc de désordre intrafamilial peut-être engendré par ces injonctions. Il me semble que ce qui peut être ressenti, sans vouloir trop forcer le trait, mais c'est quand même trois choses du côté des parents. D'une part, un sentiment d'injustice, c'est-à-dire qu'on leur demande d'accomplir ce dont ils ne sont pas capables. Et ça, c'est chacun a eu certainement l'occasion d'en faire expérience, donc ça nourrit un sentiment d'injustice qui peut être déjà là,
et qui du coup va être renforcé. Deuxième ressenti possible des parents, c'est le fait qu'ils vont devoir sacrifier beaucoup, prendre sur eux, dégager du temps, faire des efforts pour aider sans savoir comment faire efficacement. Et quand bien même ils réussissent certaines choses, il n'y aura peut-être pas la reconnaissance en retour. Donc c'est la question du manque de reconnaissance possible pour certains parents. Et le troisième ressenti, la troisième conséquence possible pour les parents, que bon, je signale ça comme un peu des points d'alerte hein, sur lesquels on peut réfléchir, c'est un sentiment de culpabilité, c'est-à-dire il porte la charge non seulement des difficultés que rencontre l'enfant actuellement, mais de celles qui se préparent pour la suite, hein, en quelque sorte. Donc les conséquences de ce qui n'aura pas été fait maintenant sont à la charge morale et coupable, on pourrait dire, des parents. Donc un sentiment de culpabilité. Donc peut-être il y a ces trois risques, je dirais, dans cette responsabilisation accrue des parents. Alors il y a peut-être des opportunités, je voudrais terminer avec ça, des opportunités, c'est des choses qu'on peut évidemment discuter. Alors déjà, sur le rapport entre l'institution scolaire et les acteurs et les parents. On peut penser que pour certains parents, c'est finalement la première opportunité qui leur est donnée d'avoir des échanges directs avec les enseignants, avec les acteurs de l'institution scolaire. Ces parents invisibles dont je parle, ces parents souvent inaudibles, vont là, finalement, de façon un peu contrainte, hein, mais avoir l'occasion d'échanges directs, de faire entendre leur voix auprès des acteurs que sont les enseignants. Alors on peut se dire que dans cette opportunité contrainte, il y aura peut-être un changement dans les représentations des uns sur les autres, des parents qui vont se rendre compte qu'ils peuvent tout à fait échanger avec des enseignants, hein, qu'ils ont une écoute de la part des enseignants, et des enseignants de leur côté qui vont être changés de représentation, enfin, c'est en tous les cas ce qu'on peut espérer, à l'égard des parents, en ayant une plus grande conscience de leurs difficultés, une plus grande conscience des exigences parfois démesurées qu'ils ont à l'égard de certains parents, et une plus grande conscience de leur implication réelle. Je pense qu'il y a une invisibilité du travail et de la mobilisation parentale, notamment dans les quartiers populaires, aux yeux des enseignants, puisque d'une certaine manière, les parents remplissent pas le rôle attendu conformément aux normes d'attente de l'institution. Et ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas. Ça veut dire qu'ils font à la mesure de leurs moyens et qu'ils s'impliquent, mais peut-être sous des formes avec des effets qui ne sont pas ceux que l'institution attend. Donc, peut-être qu'on peut se dire que dans cette contrainte, il y a l'opportunité d'un changement des représentations réciproques des uns sur les autres. Et peut-être que le regard des parents sur l'école va être marqué par un sentiment de proximité, au sens où, pour le dire d'une formule très simple, les acteurs vont passer devant l'institution. C'est-à-dire qu'ils vont se rendre compte que les parents éloignés, dits éloignés tout au moins, que bah, l'école, vous voyez, c'est un peu comme ça une machine toute puissante, très impressionnante, surtout pour ceux qui sont peu familiers de l'école. Et donc, les parents peuvent parfois être critiques, très déçus. Et là, ils ont rencontré des acteurs. Et peut-être que du coup, il y a quelque chose qui va bouger, enfin, c'est une hypothèse de ce côté-là, et que les parents vont apparaître comme des interlocuteurs légitimes et vont se penser comme tels aussi vis-à-vis de l'école. Euh, je commence à être un peu long, donc je vais essayer de terminer. Je pense qu'il y a un changement aussi, enfin une opportunité de changement quant au mode d'apprentissage. Voilà, il y a une réflexion très très large qui commence. Hein. Enfin, comme vous, je regarde un petit peu ce qui se dit, ce qui s'écrit sur la question, mais finalement, là, on est en train de faire l'expérience d'autres manières d'enseigner, d'autres manières d'apprendre et d'être apprenant. Donc, on sort un peu de la forme scolaire traditionnelle, alors avec les outils numériques, mais
les expériences, les actions qui sont menées par les centres sociaux montrent qu'on est en train d'inventer d'autres manières de faire avec des tiers, avec des médiations, avec davantage de coopération et de mutualisation que ce que fait l'école dans un rapport très descendant et individualisé. Donc, ça me paraît être là un moment d'opportunité pour faire bouger la forme scolaire, c'est-à-dire sortir des murs de l'école, de l'espace-temps de la classe, du rapport maître-élève. Là, on voit que peut-être on est en train d'étirer la forme scolaire, de mettre de la porosité pour que ça communique avec d'autres espaces, avec d'autres équipements, avec d'autres acteurs. Et là, je pense qu'il y a une opportunité qui devrait nous aider à penser une autre manière d'apprendre, une autre manière, une autre école presque. Et pour anticiper sur justement la reprise, on peut dire que finalement, peut-être le retour en classe va être très difficile. Il va être très difficile parce que des élèves, des jeunes se sont rendus compte qu'ils pouvaient apprendre autrement et peut-être tout aussi bien. On ne sait pas bien, mais pas tous. J'ai parlé d'inégalité, mais quand même, dans un rapport pédagogique qui est différent, qui demande un étayage, qui n'a pas été pensé, on l'a fait dans l'urgence. Mais peut-être que là, on s'invente, c'est en cours, je crois, d'autres manières de concevoir le rôle d'apprenant et les situations d'apprentissage, finalement, qui débordent les murs de la classe et, et de l'école. Voilà. Alors, j'ai imaginé quelques enjeux aussi, mais je vais m'arrêter là peut-être dans un premier temps pour avoir des échanges avec vous. Ce sont des premiers éléments de réflexion. Vous voyez, je n'ai pas d'autre ambition dans ce premier temps. Merci Pierre pour ces premiers éléments. Alors, ce qu'on vous propose du coup en termes de réaction, c'est soit de pouvoir l'écrire dans la partie converser, et si vous avez envie de parler, de mettre votre prénom, et à ce moment-là, je vous ouvrirai le micro pour pouvoir converser. Bonjour, je m'appelle Abderrahim Mouajou, je suis l'animateur au centre social de Boko. Moi, je pense que ce confinement, ça ne va pas encourager d'ailleurs une façon d'apprendre à l'enfant l'école à la maison, quelque chose qui existe déjà. Avec le confinement, est-ce que ça ne va pas encourager encore plus d'autres familles d'utiliser ce genre d'apprentissage? Comme je disais en début d'intervention, en fait, l'instruction en famille nécessite des conditions alors, matérielles, économiques aussi, puisqu'il faut que les parents puissent dégager du temps à la maison pour être présents auprès de leur enfant, mais exige aussi des ressources culturelles, un capital scolaire pour pouvoir aider l'enfant. Alors, effectivement, il est possible que certains parents, c'est un courant qui tend à se développer aux États-Unis, on voit dans certains États où c'est quelque chose voilà, qui attire de plus en plus de parents. Il faut dire que l'institution scolaire est moins contrôlante aux États-Unis qu'elle ne l'est en France, mais il n'est pas improbable, effectivement, que les parents et des jeunes qui le demandent aussi, il faudrait voir, s'intéressent à finalement cette instruction en famille qui donne plus d'autonomie voilà, dans la gestion de son temps, dans la gestion de ses apprentissages, fait travailler autrement. Mais une fois de plus, je pense que ça va être plutôt des classes moyennes, supérieures, qui vont avoir peut-être cet intérêt à la faveur de ce confinement, que les classes populaires, qui, elles, beaucoup plus que d'autres, dépendent de l'école. Et comme je dis, ceux qui dépendent le plus sont ceux qui peuvent le moins. Donc, ils attendent beaucoup de l'école et l'école attend aussi beaucoup d'eux. Et c'est parfois d'ailleurs dans cette dépendance qu'il y a le malentendu, parce que les parents, ils peuvent bien faire, mais ils ne savent pas comment faire. Merci Pierre. Alors, on avait une autre question par Espace Alfred Sisley. Non, Anne.
Je crois que c'est ça. Hop. Allô? Sourdine. Allô? Oui, oui, Anne, c'est bon. Oui, c'est tout bon. Ok, bonjour. Alors du coup, je voulais juste mettre en parallèle par rapport à la situation actuelle et le travail que vous avez effectué, donc vous évoquez dans votre livre, donc on ne manquera pas de se procurer si vous voulez bien nous donner le titre. Le travail que vous avez fait donc avec ATD Carmonde et donc ce travail d'accompagnement, dans ce que vous avez fait avec eux, parce qu'il y a des parallèles que vous pouvez faire, de choses que vous avez observées, de bonnes pratiques entre guillemets, mais de points d'achoppement comme ça qui pourraient nous mettre en contexte, nous, effectivement, une action possible à développer en ce moment où le lien effectivement entre l'école et les familles sort un peu du bois, quoi, où on peut prendre ce cheval de Troie pour peut-être mettre en place des nouvelles choses. Oui. Alors, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est, je pense que ce sont des constats que vous faites sur vos territoires, c'est quand même le fait que donc, ces familles précaires, pauvres pour certaines que nous avons rencontrées, des familles populaires plus largement dans des quartiers de logement social, vivent dans un isolement parfois assez fort. Donc, le confinement vient renforcer, aggraver cet isolement. Ce dont on s'est rendu compte, une fois de plus, je ne vous apprends rien en disant tout ça, mais c'est que pour un certain nombre de parents, je pense à des mères seules aussi, l'école, c'est quand même le point de contact avec la société d'une certaine manière, avec d'autres parents. Donc, du coup, elle passe du temps avant et après la classe, aux abords de l'école pour échanger avec d'autres. C'est un moment de sociabilité, de socialisation même, pourrait-on dire, pour certains parents. Donc, il y a une situation de confinement qui concerne tous les parents, mais qui, à mon avis, aggrave l'isolement de certains et aggrave l'isolement face à la difficulté des enfants. Donc, je pense que cette situation de confinement appelle des leviers, des moyens de faire du lien avec ses parents pour les sortir d'une forme d'isolement contraint, j'entends bien, mais qui est sans doute encore plus fort et avec des risques alors, peut-être de tension intrafamiliale parce qu'on est dans des logements où il y a peu d'espace, peu d'autonomie possible. Donc, moi, des fois, je me demande d'ailleurs comment certaines familles tiennent dans ces logements et savoir qu'il y a des jeunes dehors jusqu'à des heures assez avancées dans la nuit, finalement, ce n'est pas une surprise, c'est une conséquence logique des conditions matérielles d'existence de ces familles. Donc, voilà, je pense qu'un enjeu, je parlais des enjeux tout à l'heure, c'est effectivement d'inscrire des tiers, des médiations, du lien entre ces familles et d'autres, entre ces familles et d'autres équipements, d'autres acteurs sur les territoires. Alors, ça va un peu de soi, vous me direz, mais ça va d'autant plus de soi qu'on le dit déjà, mais surtout que l'on pense à certains territoires où les familles sont en situation de précarité, alors une précarité qui n'est pas que économique, qui est une précarité relationnelle, qui est une précarité face au temps et à l'avenir. Donc, avoir cet étayage et ces liens, c'est d'autant plus important dans un moment, je crois, de, de confinement. Donc, c'est cet enjeu. Et puis, c'est l'enjeu d'éviter ce que j'appelle la solitude scolaire des élèves, c'est-à-dire qu'ils vont se retrouver seuls, avec les plus grandes difficultés face aux attentes de l'école, sans pouvoir les résoudre. Et nécessairement qu'assez vite, il y a une démobilisation, un découragement. Et je crains qu'on aille au-devant de situations non seulement de décrochage scolaire, mais de déscolarisation. Ces jeunes qui vont peut-être ne plus revenir à l'école. On en parle beaucoup à propos des jeunes de lycée professionnel qui, bon, voilà, s'il n'y a pas d'institution, c'est difficile
de les tenir dans leur scolarité. Merci Pierre pour ces premières questions. Alors, il y aura après une question de Maud, d'Henri, et puis après on prendra les 2-3 réactions qu'il y avait aussi dans le champ conversé. Alors, Maud, normalement… Maud, tu peux parler. Oui. Bonjour à tous. Je voulais vous remercier d'avoir abordé les opportunités en fin de votre propos, parce que je pense que si notre rôle, nous les centres sociaux, c'est d'alerter sur les risques et les difficultés, c'est aussi de proposer. Et du coup, j'avais envie de vous demander, à votre avis, à quoi on peut encourager les enseignants, les parents et les centres sociaux au moment de la reprise pour cultiver les aspects positifs de cette expérience du confinement et puis dépasser les tensions ou les ressentiments ou les inégalités que ça a pu engendrer ou aggraver. Enfin, à quoi on peut encourager en termes de mise en relation, d'action, de posture, etc. C'est un enjeu, hein, évidemment, et surtout dans la place que vous occupez, qui est un peu un tiers-lieu, qui est la possibilité d'une médiation. Et je pense j'ai envie de dire, il ne faudra pas laisser retomber les choses et encore moins les laisser revenir à l'état antérieur, parce qu'on a là peut-être une opportunité, mais c'est difficile parce qu'on voit qu'il y a de la préparation de toutes parts pour peut-être justement décloisonner entre l'école, hors école, les différentes institutions, avec l'idée que l'école elle-même prend conscience davantage, enfin j'aimerais en tous les cas le croire, des relais qui existent en dehors de ces murs. C'est assez frappant, moi qui travaille beaucoup à partir de l'école, je dirais, de constater à quel point les enseignants sont ignorants souvent de tout ce qui existe en dehors du périmètre de l'école. Dispositifs d'accompagnement de la scolarité, équipements sociaux, centres de loisirs. L'impression que, y compris dans les quartiers de l'éducation prioritaire où j'ai pu enquêter, quand on posait la question aux enseignants, ils étaient incapables de nommer une structure d'accompagnement à la scolarité alors qu'il y en avait plusieurs sur le territoire. Donc c'est quand même un point qui demande à être travaillé. Et je pense que l'école, là, peut-être, mesure davantage qu'elle a besoin des autres. Alors la coéducation, c'est cette idée aussi, c'est l'idée que l'enfant est au centre, que tout doit converger, le jeune, dans son intérêt, mais c'est l'idée que l'école ne peut pas faire seule. Et là, je pense que dans cette coéducation contrainte, en quelque sorte, il y a cette opportunité de mettre en scène, de communiquer, je ne sais pas trop comment en termes de moyens, mais sur les tiers-lieux, les médiations, les acteurs qui sont présents et nécessaires entre école et famille. Parce qu'on voit bien que structurellement, si on ne met rien entre l'école et les familles, on laisse jouer des inégalités. Et ça, c'est un point très important, parce que vous avez d'un côté des familles très inégales face à l'école, en termes de ressources, de moyens, et une école qui demande la même chose à toutes les familles. Donc, structurellement, il y a une asymétrie et une inégalité qui, d'ailleurs, se reproduit trop bien, puisqu'elle se creuse même, ces inégalités scolaires. Donc, voilà, qu'il y ait, à la faveur de cette contrainte du confinement, finalement, une prise de conscience collective de l'enjeu des médiations, du maillage sur les territoires pour que les familles ne soient pas seules face à l'école, pour que les jeunes ne soient pas seuls face à leurs difficultés et aux apprentissages. Alors, je ne sais pas concrètement, parce que j'ai bien conscience de ne pas complètement répondre à votre question au sens de comment faire, mais vous voyez, c'est l'idée quand même que déjà que les acteurs soient identifiés sur les territoires, que les familles
qui peut-être pour certaines vont se penser plus légitimes face à l'école, à la faveur de ces sollicitations qui leur sont faites, même s'ils n'arrivent pas à y répondre complètement, puissent elles aussi peut-être être davantage actives dans la relation avec les équipements et avec l'école. Alors, je ne sais pas quelle forme ça peut prendre concrètement. Nous, on a fait un travail pendant 3 ans avec l'Institut français d'éducation sur justement des dispositifs de soutien alors à la parentalité, d'aide dans la relation école-famille. Et ce qu'on observe, c'est que c'est par la diversité des actions qu'on peut répondre à la diversité des préoccupations des familles. Et donc, ça implique, à mon sens, qu'on laisse de l'autonomie, et qu'on donne des moyens, bien sûr, mais qu'on laisse de l'autonomie aux acteurs pour justement penser des actions et les penser avec les différents acteurs sur les territoires, et je dirais même à partir des familles, pas simplement avec, à partir des familles. Donc, créer les conditions d'une concertation, de groupes de parole peut-être avec les parents. Vous faisiez allusion au travail que j'ai mené en compagnonnage, on va dire, avec ATD Quart-Monde sur un territoire dans l'éducation prioritaire. Et ATD Quart-Monde fait des groupes de parole qui fonctionnent plutôt bien. C'est-à-dire, effectivement, si on crée les conditions d'une confiance avec les parents, ils peuvent dire et se sentent écoutés, reconnus, et il ne s'agit pas de faire ce qu'ils attendent à la lettre, mais quand même de montrer que à partir d'eux, on peut penser des actions peut-être plus pertinentes. Donc, j'ai souvent cette idée, c'est comment aller plus loin dans la prise en compte des attentes de tous les parents, parce qu'il y en a qui sont très présents, hyper présents même, et d'autres qui sont invisibles et inaudibles. Merci Pierre. Alors, juste après, on donnera la parole à Henri, ensuite à Céline et à Karim. Et peut-être juste commenter un petit peu ce qui se dit dans le champ conversation. Alors, il y avait une question tout à l'heure, je ne sais pas si là-dessus tu as des observations ou s'il y a des chiffres sur le recours au soutien scolaire par des entreprises de type Academia. En tout cas, si on a une vision actuellement là-dessus. Et puis, il y avait 2 réactions. Une réaction autour tout à l'heure, quand on évoquait les questions de socialisation, sociabilisation, et de l'importance que cela a, notamment pour les parents, enfin pour les monoparents, et où c'est souvent la seule occasion parfois de pouvoir échanger avec d'autres parents. On sait que la période, notamment pour les familles monoparentales, est particulièrement, en tout cas, cristallise un certain nombre de problématiques. Et puis Nathalie qui fait une petite suggestion en termes d'action, de soutien, donc pour éventuellement accompagner les parents à s'impliquer dans les instances où ils ont leur place et où ils ne sont pas, avec du coup le territoire de ce centre social en QPV où il y a 2 écoles et aucun parent élu représentant des parents. Ça fait beaucoup de points. Il faudra peut-être me redonner quelques éléments. Donc, rapidement, donc, sur le soutien scolaire, je ne sais pas si la question porte sur comment les officines de cours particuliers sont sollicitées actuellement dans ces périodes de confinement pour soutenir et renforcer les apprentissages sous-ensemble des élèves dans les familles. Bon, ce qu'on sait, c'est que c'est un marché florissant qui est à la mesure de la compétition scolaire qui ne dit pas son nom, et particulièrement inégal quant à l'accès à cette ressource. Alors, il se fait aussi d'autres choses sur les quartiers. J'ai contribué en termes d'accompagnement à la scolarité à travers des classes, à travers des structures municipales et locales, mais bon, peut-être n'ont pas toujours les moyens. J'ai fait toute une étude pour la ville de Rennes, on a parlé avec Hugo il y a quelques jours, sur la ville de Rennes, sur les contrats locaux d'accompagnement de la scolarité. Donc on voit que c'est très, très
attendu par les familles populaires, mais que c'est très difficile aussi pour les responsables de ces structures de mobiliser les ressources compétentes pour faire face à des élèves en difficulté. Un élève qui est autonome dans ses apprentissages, ce n'est pas très difficile de faire ses devoirs et de le faire réussir. Un élève qui est en difficulté, c'est beaucoup plus difficile. Il faut des techniques et même les enseignants eux-mêmes sont en difficulté. Donc, quand on demande à des bénévoles parfois d'aider, c'est quand même très, très compliqué. Et donc, effectivement, on ne peut que craindre qu'une période comme celle du confinement n'ait fait que ajouter ces inégalités de soutien scolaire, je dirais, à des inégalités d'apprentissage et d'instruction en famille. Je crois qu'il y a 40 à 50% des familles qui sollicitent des cours particuliers. Donc, c'est un marché incroyable qui a explosé en 10-15 ans avec pignon sur rue. Enfin, c'est quelque chose de très impressionnant. Il y a des travaux sociologiques sur ces cours particuliers d'officine privée. Donc, et qui nous disent quoi? Qui nous disent que notre société est très scolarocentrée. C'est-à-dire que l'école est pensée comme la clé de tout, le diplôme, et que finalement notre place va être déterminée par ce qu'on va acquérir ou pas à l'école. Donc il y a une pression scolaire extrêmement forte et on sait aussi des études internationales que plus la pression scolaire est forte, plus elle engendre d'inégalités qui s'inscrivent dans les ressources familiales. C'est-à-dire que à partir du moment où les élèves sont engagés malgré eux dans une compétition scolaire qui ne dit pas son nom, ce qui peut faire la différence, c'est à la fois l'établissement qu'ils vont fréquenter et les conditions de scolarisation, et donc les familles à travers leurs ressources et les moyens pour aider leur enfant dans sa scolarité ou face à ces difficultés. Donc, et la société française est une société particulièrement scolarocentrée, c'est-à-dire que le diplôme est un peu la clé de tout, ce qui est moins vrai dans d'autres sociétés qui ont un niveau de développement économique et de niveau de vie des populations comparable, par exemple le Québec. Donc, quelque part, là aussi, il y a une opportunité philosophique, c'est-à-dire, mais qui est aussi politique et sociologique finalement, c'est-à-dire de déscolariser la société pour se dire que on peut apprendre autrement, on peut sortir de cette logique de programme d'évaluation, de cette temporalité scolaire qui tombe comme un coup près pour effectivement penser autrement la manière de former les jeunes générations. Et c'est tout à fait possible, puisque d'autres sociétés moins scolarocentrées réussissent tout aussi bien, finalement, du point de vue de la cohésion sociale et de l'intégration des personnes. Donc, bon, c'est une question qui a une portée très, très, très large, j'en conviens, mais vous voyez, c'est peut-être avoir cette grille de lecture à l'esprit, c'est intéressant à poser à certains moments pour que chacun en prenne conscience quand même que plus on est tourné vers l'école, plus finalement on contribue à renforcer les inégalités, puisque ces inégalités s'enracinent et se développent dans la famille. Donc le soutien scolaire vient un peu finalement s'inscrire dans cette logique infernale. Alors néanmoins, c'est la question qui se pose, et Dominique Glassman, qui a beaucoup travaillé sur l'accompagnement et la scolarité, est souvent sollicité sur cette question. Mais oui, mais on fait quoi aujourd'hui avec les jeunes qui sont en difficulté dans les quartiers populaires? Et ça, c'est très concret, très, très immédiat. Je pense qu'on peut prendre le soutien à la scolarité comme un premier moment, comme une opportunité, un premier moment de contact et de lien avec les familles. Mais à partir de cette opportunité qui répond à une demande des familles, eh bien, on fait autre chose progressivement avec les jeunes et avec les parents. Et
dans les questions qui étaient posées, pour aborder peut-être un autre point, il semble que l'enjeu, c'est peut-être, et c'est ce qui s'est produit avec cette contrainte du confinement, c'est d'établir un premier contact avec des parents qu'on ne voit pas ou qu'on n'entend pas. Donc, dans le quartier où on a mené l'enquête, pour le bouquin Des parents invisibles, hein, l'école face à la précarité familiale, ce qu'on a compris, c'est que dès lors qu'il y avait un premier contact, on voit que les choses peuvent s'enclencher dans un cercle vertueux, que les parents prennent confiance. Ah bon, mais je vous assure, il y a des témoignages, vous pouvez les consulter en ligne sur le site de Canopé, École Famille Grande Pauvreté, et vous avez des parents qui disent « Ah, mais je ne pensais pas que je pouvais parler à des enseignants, je ne pensais pas qu'on pouvait m'écouter. » Enfin, vous voyez, il y a des parents qui sont totalement dans le doute, qui sont dans une représentation un peu terrifiante de l'école, comme un monstre froid, très éloigné, et ils découvrent, à travers des interactions tout à fait banales, qu'en réalité, ils sont des interlocuteurs légitimes. Donc, le premier contact, je pense que c'est un enjeu. Et là, les centres sociaux, les acteurs sur les territoires peuvent être des agents très, très actifs pour tisser ces liens, établir ce que j'appelle le maillage parental, faire que les uns soient en contact avec les autres, parce que ça passe aussi beaucoup par des parents relais, ce qu'on peut appeler des parents relais qui vont être un petit peu des têtes de pont pour faire du lien avec d'autres parents plus en retrait dans un premier temps. J'ai oublié une partie des questions là, c'est sûr. Après, il y avait une partie, il y avait une partie, c'est davantage des réactions aussi. Ce que je propose, c'est que du coup, on prenne peut-être l'intervention d'Henri, celle de Céline, et puis après que tu puisses y répondre. Alors, du coup, Henri, hop. Oui, bonjour à tout le monde. Bon, moi, j'ai une longue carrière d'éducateur spécialisé puis de formateur. Et là, je travaille avec le labo d'Angers, avec Emmanuel Graton et Obline Vinet. Et j'avais choisi comme sujet de recherche normes familiales, normes scolaires, complémentarité, conflictualité. Donc la situation, on va dire, me donne, à mon grand regret, peut-être, un champ d'expérimentation tout à fait intéressant. D'autant que j'avais commencé les interventions dans les écoles avec des CM1, CM2. Et j'avais quand même remarqué que, enfin, j'avais déjà fait le constat que les enfants avaient une grande capacité de transfert des apprentissages, ce que j'appelle la normativité. Donc ça, c'était un constat que j'avais trouvé intéressant. Et donc là ma question, c'est est-ce que ce qui vient de se passer, parce que à la rentrée, j'avais lu, je suppose comme beaucoup de pédagogues, le bouquin de Lahire, Enfance de classe, qui m'avait un peu déçu, pour ainsi dire. Hein. Parce que, d'ailleurs, je ne suivrai pas cette question des inégalités, parce que j'ai l'impression qu'on va continuer à enfoncer les portes ouvertes. Donc, je vais m'en tenir à ma question des normes. Et ce qui m'intéresse, c'est justement de voir, est-ce que cette période va permettre de co-construire des normes, qui a été évoqué, entre les écoles et entre les parents. Ça c'est, à mon avis, l'enjeu à venir. Et là-dessus, je termine, ce qui me paraît intéressant, parce que j'ai un long vécu dans les quartiers nord de Marseille, c'est sur l'économie de la débrouille ou autre, c'est comment justement dans les familles qu'on peut estimer les plus précarisées peuvent s'inventer de nouvelles normes qui leur permettent justement de sortir de cette stigmatisation dans laquelle ils sont. Est-ce que j'ai été clair? Voilà. Je vous entends plus, Henri. Ah. À partir de quand? Alors, pourtant ça marche. Je sais pas. À quel niveau c'était que ça a arrêté? Je crois avoir compris, mais j'ai eu la stigmatisation pour finir dans votre phrase. Oui, j'ai dit justement voir comment justement dans les familles les plus précarisées, paupérisées et stigmatisées, comment là on peut trouver justement des éléments où leur créativité peut nous permettre de co-construire des nouvelles normes. Voilà. Ça, c'est ce qui m'intéresse, parce que les inégalités, c'est bon, quoi, ça va. Alors, non, mais je souris, mais avec intérêt dans ma réaction à votre question, parce qu'effectivement, il faut rappeler les inégalités,
Et voilà, c'est la toile de fond, je dirais, à partir de laquelle on doit penser autrement les réponses ou enfin les actions qu'on peut essayer de mener sur les territoires et pas simplement effectivement dérouler à l'infini la pelote des inégalités parce qu'effectivement c'est un peu un puits sans fond qui de toute façon ne fait que se reproduire sous des formes un petit peu différentes, mais ne fait que se reproduire. Les inégalités sont là. La question, c'est d'ailleurs pas seulement les inégalités, c'est quelles sont les inégalités justes et injustes. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on est capable de tolérer en termes d'inégalités. Parce que dire qu'il y a des inégalités, comme vous le dites, c'est un peu un truisme. La question, c'est qu'est-ce qui est acceptable, pas acceptable en termes d'inégalité, au nom de quel principe, selon quelle valeur on peut accepter ou pas certaines inégalités. Si quelqu'un fait un travail supplémentaire par rapport à un autre, il y aura peut-être une inégalité de revenus à un moment donné, mais est-ce qu'il sera injuste? Non, il ne sera pas injuste. Donc, il faut faire attention effectivement à l'usage qu'on fait de la notion d'inégalité. Deuxième point, c'est qu'effectivement, l'école est une entreprise de normalisation redoutable. Hein, donc, elle est en situation de monopole pour imposer à tous des règles, des normes, des valeurs, y compris donc pour les parents, en leur demandant d'être des parents d'élèves. Hein, donc voilà, il faut qu'ils se coulent dans ce rôle, comme les élèves doivent se couler dans le rôle d'élèves. D'ailleurs, on parle de métier d'élève pour dire qu'il faut aussi professionnaliser la situation d'apprentissage, hein, ce qui en dit long quand même sur le rapport au savoir. Quoi, hein. Les élèves, d'ailleurs, disent qu'il faut travailler. C'est quand même un peu dommage, d'une certaine manière, que voilà, découvrir, développer sa curiosité, acquérir des connaissances, c'est nécessairement travailler dans un sens très scolaire, très rude, hein, finalement, et les élèves, parfois, rechignent à travailler. Hein. Bon. Donc, l'école, c'est une entreprise de normalisation qui donc véhicule ses propres normes. Et je trouve on voit à la mesure à la faveur du confinement à quel point finalement elle est dans cette impensée qu'elle peut imposer ces normes à tous, alors même qu'il est possible de faire autrement. Puisque on découvre que finalement, les parents invisibles, les parents en retrait, les parents dits éloignés dans les termes de l'institution, bah, on peut les solliciter et ils peuvent quand même être des recours. C'est-à-dire que l'école, contrairement à ce qu'elle laisse trop souvent entendre, elle est en mesure de déployer des moyens différents quand la nécessité l'impose pour associer des parents dans leur diversité. Alors, ce n'est pas un échec, une réussite, pardon, nécessairement pour tous, il y a sans doute des échecs d'ailleurs, mais on voit qu'elle peut faire autrement. Donc, il y a quand même la question effectivement des politiques et des actions qui sont menées par l'école pour prendre en compte la diversité des parents. Troisième remarque, hein, la suite de votre propos que je trouve très, très intéressant hein, sur la question des normes, normalisation, normativité, c'est effectivement l'idée de faire avec les parents, ou je disais tout à l'heure, faire à partir des parents, considérant, et c'est là-dessus qu'il faut sans doute davantage travailler, qu'ils ont des ressources. Les parents ne sont pas, c'est une expression d'anthropologue, des idiots culturels. Ils ont des ressources, ils ont des capacités, des savoir-faire, ils ont une forme d'intelligence qui n'est pas celle de l'école nécessairement, et comprendre qu'on peut s'appuyer sur ces ressources des parents pour effectivement s'inscrire dans une normativité, c'est-à-dire la création de normes qui se feraient conjointement et non pas par l'emprise et sous le contrôle de l'institution scolaire. Donc, peut-être que les parents eux-mêmes, hein, ce que je disais un petit peu tout à l'heure, vont se rendre compte que finalement, ils ont une puissance d'agir. Ils ont une puissance d'agir qui demande à être voilà, accompagnés, valorisés, mais qui ne sont pas ce que l'école en a fait jusqu'à présent pour certains d'entre eux, c'est-à-dire des parents un peu incapables ou démissionnaires, et qu'ils ont une puissance d'agir. D'ailleurs, l'école compte sur eux, hein, finalement, alors qu'elle semblait les négliger ou les catégoriser comme des parents incapables, démissionnaires jusqu'à présent. Donc, je partage votre idée pleinement hein,
de considérer que, d'ailleurs, les parents font de la contrainte une ressource en quelque sorte. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, y compris dans l'opposition, parfois, y compris dans la conflictualité, ils découvrent à quel point ils peuvent avoir des ressources. Et moi, je pense que dans cette confrontation, parce qu'à certains moments, il y a des confrontations, ils s'inventent de nouvelles propositions, ils s'inventent de nouvelles façons de faire ensemble. J'aimerais croire là aussi que avec ce qui se joue là, qui va se poursuivre bon, de manière un petit peu différente, mais il y a quelque chose qui se dessert peut-être et qui peut bouger dans le sens de cette normativité que vous invoquez. Donc, je trouve que c'est une idée, c'est une perspective tout à fait intéressante. Merci, merci Pierre pour ce détour suite à ces questions autour de la construction des normes. Et puis tu évoquais justement aussi la question du pouvoir d'agir des parents. Hein. Le redire, c'est une question qu'on a peu vu apparaître, même si on l'a vu dans les façons de faire. Je crois que c'est un moment pour notre réseau, plus que jamais, en tout cas dans la promotion et la façon de créer les conditions pour accompagner le pouvoir d'agir des parents, mais aussi des enfants, parce qu'on est dans une période où on voit bien que les réponses institutionnelles se construisent localement et que c'est aussi avec les familles, avec les parents qu'on peut faire les choses. Alors, avant de prendre les questions de Céline et Karim, deux petites réactions, comme ça fait une petite pause à Pierre aussi, parce que ça demande quand même de l'énergie de répondre comme ça aux questions, et puis les visios, c'est pas toujours évident. Vous partagez beaucoup dans le champ de conversation de ressources, d'initiatives. Alors, notamment une que je souhaitais pointer, hein, c'est beaucoup de fédérations qui sont à l'initiative de courriers adressés à la fois aux directions, directions académiques locales, aux écoles, etc. N'hésitez pas à me les envoyer par courriel. Je ferai une petite sélection si vous voulez vous appuyer dessus. Et puis, c'est des choses qu'on va diffuser aussi à l'ensemble des fédérations. On le sait, notre réseau est de manière assez inégale en lien avec les acteurs éducation nationale. Alors, au niveau territorial, ils le sont la plupart du temps, mais parfois, le dialogue est un peu compliqué. Et au niveau départemental, ce n'est pas toujours le cas en fonction des orientations, des inclinaisons. Pour autant, on voit bien que la période est nécessaire, en tout cas, pour construire ce dialogue partenarial. Si vous avez aussi d'autres ressources à partager, je les inclurai la semaine prochaine dans un petit document avec l'enregistrement de ce webinaire. Et puis, troisième petite réaction, il y avait une question. Alors, on fait une petite parenthèse hein, sur la question des vacances apprenantes. Les vacances apprenantes, c'est j'ose dire, un peu un concept, en tout cas un principe qu'on a vu émerger dans un discours de Jean-Michel Blanquer, donc ministre de l'Éducation nationale. Aujourd'hui, ce qu'on en sait, c'est une sorte, ça prendrait la forme en tout cas d'un cahier des charges qui concernerait à la fois les accueils collectifs de mineurs et les colonies de vacances pour renforcer, si j'ose dire, leur caractère éducatif, même si, bon, on peut discuter en tout cas de l'aspect de cet aspect-là. En tout cas, l'idée, c'est de pouvoir voilà, avoir un dialogue à la fois avec l'éducation nationale, avec les acteurs associatifs, avec les familles autour de ces vacances. Avec notamment tout un processus un peu de repérage de quels enfants pourraient être concernés là-dessus. On en est là, il y a un groupe de construction, ça sera a priori plutôt piloté au niveau des préfectures, en lien avec les CAF et en lien bien évidemment avec les directions départementales de la cohésion sociale, puisque en fait c'est le projet pédagogique hein, des accueils collectifs de mineurs ou des colonies de vacances qui comporterait cet axe-là. Voilà. On n'est pas aujourd'hui, en tout cas dans les éléments qu'on a, sous une logique je vais oser dire ça, descendante en tout cas de l'éducation nationale, de vouloir imposer des contenus, etc. On est bien dans la valorisation de la mission éducative de l'éducation populaire aussi, en proposant des apprentissages par le jeu, des apprentissages par des visites, etc. Voilà. On n'a pas plus d'infos officielles là-dessus. Alors, ces vacances apprenantes, hein, elles s'intègrent dans un ensemble d'autres initiatives qui sont l'école ouverte qui se fait sur certains territoires, ce qu'on appelle aussi parfois les vacances buissonnières, etc. Dès qu'on aura plus d'éléments côté FCSF, bien entendu, on diffusera ces éléments. Et puis, à noter, si vous avez en tout cas des points d'attention, des remontées là-dessus, vous pouvez
m'envoyer aussi des choses, hein. On a une personne du réseau qui est mobilisée sur, comme je disais, un groupe de travail au niveau de la JEBVA là-dessus. Voilà. Je ferme cette parenthèse. On va prendre les 2 dernières questions de Céline et Karim. Si jamais il y a une dernière envie de témoignage, pendant les questions de Céline et Karim, n'hésitez pas à relever la main ou à réagir dans le champ conversé. Céline, je vais t'ouvrir le micro. Normalement, c'est bon, Céline? Oui, c'est bon. Formidable. Bonjour, donc moi je suis Céline et je travaille en Seine-Saint-Denis, donc sur un quartier REP+. On a vraiment eu la chance d'avoir une association de parents qui, dès le début du confinement, a mis en place un système de parents relais pour chaque classe et permettre d'identifier les familles qui ont besoin d'avoir un peu plus d'accompagnement sur comment récupérer le travail scolaire. Donc, voilà, il y a eu vraiment beaucoup de choses qui se sont mises en place par l'intermédiaire de ces parents relais et du coup, une coordination RED+, qui a permis aussi de pouvoir identifier les familles qui ont le plus de difficultés, donc d'avoir des enseignants qui mettent en place de la différenciation scolaire pour certaines familles, dont des parents allophones notamment. Voilà, il y a vraiment des choses très intéressantes et sur un territoire sur lequel on a entre 40 et 45% des familles en primaire ou en maternelle qui n'ont pas la possibilité qui n'avaient pas la possibilité de faire l'accompagnement des devoirs, soit par manque d'outils numériques, soit parce qu'il était très compliqué de faire du coup d'aider son enfant qui est en CP, qui du coup n'est pas autonome, et pour des parents qui sont parfois arrivés très récemment en France et ne maîtrisent pas forcément le français. Donc voilà, il y a vraiment des initiatives intéressantes, mais aujourd'hui la question qui se pose et que je voulais partager avec vous, c'est la question du déconfinement et du retour à l'école, dans le sens où on a des parents très inquiets sur ce retour à l'école, donc qui n'ont pas très envie de remettre leur enfant à l'école dans les conditions dans lesquelles ça va pouvoir se faire. Et en même temps, dans ces familles qui n'ont pas très envie de remettre leurs enfants à l'école, qui n'auront pas forcément le choix parce que ont des emplois précaires et ils vont devoir retourner travailler. Et en même temps, la question aussi des enseignants qui n'ont… Enfin, on sent qu'il y a vraiment beaucoup de questionnements de la part des enseignants aussi sur le secteur, et c'est des questionnements qu'on va retrouver partout. À la fois on sent que les inégalités se creusent et que les enfants, certains vont décrocher, donc on a envie de reprendre et on a envie d'être là pour pouvoir entre guillemets raccrocher ses élèves, et en même temps des enseignants qui disent bah non, nous on ne souhaite pas reprendre parce qu'on n'a pas les conditions nécessaires à cette reprise. Là par exemple à Montreuil, le maire annonçait 8 enfants par classe, avec priorité aux enfants de soignants, aux enfants de policiers, aux enfants de personnel communal qui ne peut pas faire du télétravail. Mais du coup, les autres qui auraient besoin de reprendre, comment ça se passe? Voilà, donc je ne sais pas si vous pouvez vraiment répondre à cette question, mais comment nous, en tant que centre social, les parents nous posent la question en fait de Céline, est-ce que je remets mon enfant à l'école demain? Et c'est compliqué en fait de répondre à cette question, et du coup voilà, moi j'avais envie d'avoir aussi votre avis sur cette histoire de décrochage, d'inégalité. Est-ce que les enseignants, comment ils peuvent se positionner par rapport à tout ça dans cette période où beaucoup de choses sont très encore obscures, on a très peu de réponses et beaucoup de questions. Oui, je partage votre préoccupation. Effectivement, donc,
On a pu entendre que seraient prioritaires les élèves qui sont les plus en difficulté. Et en même temps, cette priorité s'efface derrière celle des enfants des, des personnels soignants, etc. Donc, qu'en sera-t-il réellement et comment repérer déjà ces élèves en difficulté? Qu'est-ce qu'un élève en difficulté? Comment le sait-on? Selon quels critères? Donc ça, c'est une première question. Sachant que alors, je n'ai pas de réponse nécessairement, mais il y a un risque de stigmatisation, hein, d'étiquetage, en tous les cas, d'élèves en difficulté. Et on sait en plus que regrouper des élèves en difficulté dans les mêmes classes, ce n'est pas une bonne chose, hein. Il y a un gain d'apprentissage pour tous les élèves lorsque les classes sont hétérogènes, hein. C'est ça l'enjeu de la mixité sociale et scolaire, hein, c'est que effectivement euh, les, les élèves sont gagnants, les plus faibles étant plus intéressés par l'hétérogénéité, on va dire, dans leurs apprentissages que les plus forts, mais les plus forts ne perdent pas, contrairement à ce qu'on entend parfois. Donc, comment identifier et catégoriser ces élèves dits en difficulté, comment faire effectivement pour que localement, parce que tout ça va se concrétiser de façon très, très, très variable selon les territoires, faire qu'effectivement on puisse refaire du lien avec ces élèves, parce que comme je le disais tout à l'heure, on peut craindre que ceux qui sont trop enfoncés dans leurs difficultés, n'arrivent pas à relever la tête, se démobilisent, les vacances, l'été approchant, dans des contextes de famille, de fratrie, où finalement l'école n'est peut-être pas toujours au centre, eh bien, ce sera très, très difficile pour ces élèves, effectivement, de rester mobilisés si on ne fait pas du lien. Alors, faire du lien, ce n'est pas nécessairement dire les remettre dans la classe, hein, parce qu'une fois de plus, on va créer des groupes d'élèves en difficulté, étiquetés comme tels, donc un peu stigmatisés. Pourquoi eux, pourquoi pas d'autres? Et puis peut-être des élèves qui auraient plutôt envie d'être dehors, il fait beau, que dans la classe. Donc, je me pose la question de est-ce qu'il n'y a pas à penser des espaces intermédiaires qui seraient des espaces d'accompagnement des élèves, sans doute sur la base d'un volontariat, qui pourraient donc bénéficier d'un soutien scolaire renforcé, on va dire, en lien avec l'école, sans être nécessairement des élèves dans la classe. Enfin, je ne sais pas, hein, je suis obligé d'imaginer le mouvement en marchant là avec vous, quoi, mais on voit bien que la classe seule ne pourra sans doute pas répondre à tous les besoins qui restent encore à identifier du côté de ces élèves les plus en difficulté. Et nécessairement qu'il y aura quand même un enjeu de prise en charge, parce que comme vous le dites, des parents qui, là, économiquement, c'est très, très, très difficile. Donc, on va devoir reprendre, si c'est possible, leur activité, souvent des boulots précaires. Et donc, la question quand même de la prise en charge des enfants et des jeunes se pose. Donc, c'est à la fois une question scolaire et une question éducative, hein, je pense, qui se pose. Sous l'angle sanitaire, il semblerait qu'on soit en mesure, comme d'autres pays nous le montrent d'ailleurs, que de créer des conditions qui ne mettent pas en péril les uns et les autres, quoi. Donc, je pense que ça, on doit pouvoir y arriver. En revanche, retisser des liens, raccrocher ces élèves décrochés ou peut-être déjà déscolarisés, enfin, vraiment, je crois que là, il y a vraiment, un enjeu. Alors peut-être qu'il faut que justement des centres sociaux, des acteurs sur les territoires soient en contact étroit du coup avec l'école et les enseignants localement, hein, pour voir comment entrer en relation avec ces familles et ces jeunes. C'est vraiment un travail de terrain, hein, très,
cas par cas presque, j'ai envie de dire, mais je ne sais pas si on peut vraiment faire autrement. Je n'ai pas de solution toute faite là, hein, c'est clair. Alors sur vacances apprenantes, peut-être dire un mot, puisque si je peux poursuivre. Alors, je ne sais pas effectivement comme vous exactement ce que ça recouvre. Je dirais, dans certaines classes sociales, les vacances sont déjà apprenantes. Soit parce que, alors pour certains, c'est des cours d'anglais le matin, tennis l'après-midi. Bon, sans tomber dans les caricatures, on sait qu'il y a des fractions de familles qui offrent à leurs enfants, voilà, des vacances apprenantes très axées sur effectivement non seulement le renforcement des apprentissages, mais l'anticipation sur ce qu'on va leur demander. Hein, c'est encore plus, encore mieux, quoi, je dirais, du point de vue scolaire. Et puis on sait qu'à l'inverse, pour d'autres, eh bien, les vacances sont un moment de décrochage scolaire. C'est-à-dire qu'il y a des études faites par des sociologues qui ont montré que les enfants des classes populaires perdaient en termes d'apprentissage entre ce qu'ils savaient en juin et ce qu'ils savaient au retour au mois de septembre. Et donc, il se trouve que j'ai travaillé sur les vacances, et ça a été l'occasion d'ailleurs de collaboration avec la Fédération des centres sociaux il y a un certain nombre d'années maintenant. J'ai travaillé sur les vacances populaires et les non-vacances d'ailleurs. C'est pour ça que le sujet m'intéresse. Et évidemment que l'enfant qui ne part pas en vacances, qui ne part ni avec ses familles, ni avec une structure, vit un désavantage certain, pas simplement en termes d'apprentissage à valeur scolaire, mais aussi parce qu'il ne bénéficie pas de conditions de socialisation, de conditions de confrontation à la différence, à une altérité dont il s'enrichirait, n'a pas accès à ce qu'il ne soupçonnait pas. Et donc, tout ce qui est support d'émancipation et qui se joue sur un temps de vacances, lui, il n'en bénéficie pas. Et de ce fait, il reste englué dans son quotidien, dans son territoire, et évidemment que ce n'est pas favorable aux apprentissages, ce n'est pas favorable à un processus d'émancipation dont profitent d'autres pendant ce temps. Alors moi, je veux bien que les vacances soient apprenantes, mais il faut aussi y mettre les moyens. Quand on voit le secours populaire qui doit, avec les moyens qu'il a, juste emmener des jeunes une journée sur toutes leurs vacances en bord de mer, je ne sais pas comment on fait des vacances apprenantes dans ces conditions, quoi. Donc ça me paraît demande à voir. Merci Pierre. On va prendre une dernière question du coup par Karim. Bonjour à tous. C'est bon? C'est bon, vas-y. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Merci beaucoup pour ce moment d'échange. Juste sur les vacances apprenantes, il ne faut pas oublier que vacances, c'est aussi important pour les enfants. Et tout est apprenant. Pour moi, l'éducation populaire, c'est très important. Mais il ne faut pas oublier que ce sont aussi des vacances. Et il ne faut pas non plus qu'on refasse de l'école pour ces gamins qui ont besoin aussi à un moment de souffler. Voilà, c'était petit à part. Je voulais poser une question par rapport à l'école et les relations avec nous, avec les partenaires. Nous, on remarque en tout cas que ce moment de confinement nous a permis d'élargir justement ce partenariat avec l'éducation nationale. Ça commence à s'ouvrir. L'école, avant, c'était vraiment cette idée de maître et maîtresse, de dominant-dominé. Et on commence à avoir une légitimité, nous, partenaires en tout cas, sur le terrain. Le côté pervers, c'est que l'éducation nationale ont tendance à nous envoyer les gamins, les enfants, en difficulté seulement. Sauf que, à un moment, j'ai l'impression qu'on pallie un peu à l'éducation nationale, au manque justement de moyens dont ne dispose plus l'éducation nationale. À un moment, il y a ce côté un peu pervers dans les relations que on est une sorte de voile, de facette, de dire en fait, les gamins en difficulté vont bien puisqu'ils vont sur les maisons de quartier faire leurs devoirs, ils vont apprendre d'autres choses et tout va bien en fait. Et j'ai l'impression qu'il y a ce côté pervers un peu qui s'instaure et que l'éducation nationale se cache un peu derrière tout ça. Et je voulais savoir ce que tu en pensais.
Je crains que ce ne soit pas faux, sachant que cette division du travail, elle est interne aussi déjà à l'école, c'est-à-dire les enseignants considèrent que des questions de discipline, des questions de socialisation, des questions d'activité pour les jeunes, ça les concerne pas, que eux, leur mission, c'est de transmettre des savoirs dans leur discipline. Je parle au collège. Bon, c'est un peu moins vrai à l'école élémentaire, mais il y a cette division du travail où effectivement, comme on dit en sociologie, on délègue de sales boulots à d'autres, ce qui permet aussi de maintenir une certaine grandeur dans son activité. Vous voyez, les autres vont faire des tâches secondaires, et notamment des élèves au comportement perturbateur, des élèves en difficulté d'apprentissage, etc. Alors, la question est compliquée dans la réponse, parce qu'en réalité, il faut remonter à la source, je dirais, c'est-à-dire aux enseignants eux-mêmes, dans la conception qu'ils ont de leur métier, dans la formation qu'ils reçoivent, dans la manière dont ils inscrivent leur action dans un cadre collectif, dans un environnement de travail qui déborde, vous l'avez dit Karim, largement l'espace de la classe, de ce confinement scolaire, pour justement prendre en compte le fait qu'il y a d'autres espaces de socialisation, de formation, d'émancipation possible pour les jeunes. Et donc, je pense qu'une fois de plus, il faudrait regarder contexte par contexte, mais les choses progressent, mais très très lentement, et d'autant plus lentement que dans les quartiers prioritaires, dans les quartiers populaires, on a plus d'instabilité des équipes, de la direction de l'école, du principal de collège, etc. Et donc, c'est difficile de construire dans la durée les projets et de les évaluer aussi, de voir quels effets ça peut produire. Il suffit, enfin, vous en avez certainement fait l'expérience les uns les autres, que tel directeur ou directrice change et que, bon, il faut tout reprendre à zéro, les contacts qu'on avait noués difficilement se perdent. Moi, je dirais que les choses sont possibles, mais qu'elles sont fragiles dans les quartiers, dans les quartiers populaires. Donc, on voit des réussites scolaires et d'intégration de jeunes dans des dispositifs, dans la société plus largement, mais on voit aussi à quel point c'est fragile, que ça repose sur peu de choses. Donc, cette vision du travail renvoie vraiment à une représentation que les enseignants ont de leur rôle et la manière dont ils vont s'inscrire dans ce cadre collectif qui est celui non seulement de l'école, mais de l'environnement de l'école. Alors, on revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire à quel moment est-ce que les acteurs peuvent se rencontrer, d'abord s'identifier mutuellement, se rencontrer, s'écouter. Alors, c'est toute la difficulté du partenariat. Moi, j'ai fait un petit travail de clarification des termes. C'est quoi le partenariat, la coopération, la coéducation et la collaboration. Et le partenariat, j'aimerais dire c'est bien, mais je ne suis pas sûr qu'on arrive à nos fins avec le partenariat. Parce que le partenariat, ça veut dire, bon, on est associé, mais on est associé à distance en quelque sorte. Chacun conserve son autonomie d'action, de décision. On est partenaire, oui, d'accord. Bon, a priori, tout le monde veut le bien des jeunes, vous voyez, et leur réussite scolaire. Mais qui fait quoi Qu'est-ce qu'on sait de ce que fait l'autre Quelle est la réciprocité quelle est la complémentarité? Et sur ce terrain-là, c'est beaucoup plus compliqué. Et je crains que le partenariat soit en fait une coordination contrainte quand effectivement on voit que ça ne marche pas. Et donc, on court un peu derrière le partenariat réel, je dirais, d'une certaine manière, à travers des problématiques de coordination que vous posez un petit peu dans la question. Là, on nous envoie les élèves, les jeunes les plus en difficulté d'une certaine manière. Donc, je pense qu'il faut que là, on soit peut-être attentif sur les termes qu'on utilise pour savoir quelle est la nature des liens qu'on veut construire avec les acteurs localement, les ressources localement. Peut-être que la coopération est un terme et la mutualisation sont des termes qui pourraient davantage convenir. C'est-à-dire que là, qui engage quand même dans une réciprocité et pas simplement dire que voilà, on fait les uns les autres, mais une réciprocité d'action. C'est-à-dire que quand l'un fait quelque chose, vous voyez, l'autre, en quelque sorte, doit le savoir, le prendre en compte pour lui-même agir mieux. Et que, alors pas simultanément, ce qui serait la collaboration, de la manière on fait ensemble, vous voyez, mais on
on coopère. Donc, chacun peut rendre compte à l'autre de ce qu'il fait dans une réciprocité d'action. Et ça me paraît peut-être un pas supplémentaire à franchir pour éviter de juxtaposer des acteurs, mais davantage de les engager dans une action mutuelle, dans une réciprocité. Donc, ça implique qu'ils se reconnaissent. Et quand je dis qu'ils se reconnaissent, moi, c'est qu'ils s'identifient les uns les autres, et on voit qu'il y a encore du chemin à faire sur ce point, c'est évident. Et deuxième chose, qu'ils s'accordent de la valeur réciproquement, parce que je demande à ce que l'école aussi accorde de la valeur aux acteurs de l'animation, du travail social, de l'accompagnement à la scolarité, bénévoles et autres, qui font le lien sur les territoires et sur lesquels l'école s'appuie, mais elle s'appuie, comme vous le dites, par défaut, quoi. Et c'est ce par défaut qu'il faut justement corriger par un travail plus en amont, à mon avis, dans cette réciprocité qui doit s'engager le plus tôt possible. Bon, je n'ai pas d'idée très, très concrète, mais peut-être qu'il y a des actions, des événements à l'échelle des quartiers ou des territoires pour que les acteurs se rencontrent, qu'ils sachent ce que font les uns et les autres, comment on peut éventuellement avoir des projets communs, qu'effectivement on évite de tomber dans cette vision du travail assez regrettable au final. Merci Pierre pour ces éléments. On arrive quasi à la fin de nos échanges. Moi, je voulais témoigner, en tout cas, je ne vais pas revenir sur les différents éléments de nos discussions. On voit qu'on a, à la fois dans ton propos introductif et puis dans les questions, abordé à la fois les risques, mais aussi une vision positive, si j'ose dire, en tout cas, de la période, dans ce que ça permet, dans ce que ça renforce, dans la volonté aussi de justement ces coopérations que ça met en place. Témoigner aussi peut-être, alors oui, je vois sur le dernier livre, etc. Je vous renverrai toutes les références avec la vidéo du webinaire, etc. J'en profite aussi, je le mets tout de suite dans la partie conversée. La FCSF anime un petit espace justement autour de parentalité, éducation sur le site c'estpossible.me. Vous y retrouvez des vidéos qu'on a réalisées dans le cadre de la commission famille, de sociologues, d'anthropologues, autour des questions parentalité, petite enfance, etc. On sera sûrement amené à renouveler ce type de propositions. C'est l'un des avantages de la période. Ça permet aussi de se lancer dans des webinaires, de se lancer dans des choses comme ça. Voilà un petit peu. Je ne sais pas, Pierre, si tu veux un petit mot de fin ou en tout cas une espèce de sentiment au bout de 7h30 d'échange à travers les témoignages. Merci de vos questions et de votre intérêt, parce que pour moi, c'est important de garder ce contact avec la réalité, les actions de terrain, pour ne pas être en surplomb, mais toujours faire le lien, ce qui est d'ailleurs très exigeant dans la recherche, quand il faut articuler la réflexion plus théorique avec le travail empirique, les réalités de terrain et prendre en compte l'expérience des acteurs, parce que je crois qu'on ne peut pas faire sans eux. Mais moi, je crois que ce qu'on peut dégager à ce stade de ce qui se joue, c'est qu'effectivement, on découvre que d'autres formes du lien sont possibles entre les parents et l'école. Donc, l'école ne pourra plus dire ce qu'elle a pris l'habitude de dire avec des parents qui sont comme il faut, et puis d'autres qui ne conviennent pas, avec des élèves conformes au métier d'élève, et puis d'autres qui ne remplissent pas de contrat et qu'on peut exclure aussi. L'école exclut beaucoup. Donc, de l'intérieur et de l'extérieur, je veux dire, l'exclusion intérieure aussi. Donc là, en fait, l'école pris un peu à son propre jeu d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'elle nous montre que les parents avec lesquels ils disaient qu'ils ne pouvaient pas travailler, finalement, elle les sollicite et je pense qu'ils répondent à la demande de l'école. Donc c'est possible si l'école change sa façon de faire, qu'on peut donc tisser des formes du lien différentes, construire des formes du lien différentes avec les parents. Et là, c'est un enseignement quand même qui doit changer les choses normalement. Vous voyez, c'est pour ça que le retour en classe dans la forme scolaire traditionnelle, à mon avis,
va être difficile. Et on découvre aussi qu'on peut tout à fait mobiliser et associer le plus grand nombre des parents. Alors certainement qu'il reste des fractions de parents pour lesquels ça reste très très difficile, mais voilà, l'économie générale des relations montre que c'est possible de faire autrement. Et ça ne veut pas dire qu'il faut continuer ce qui s'est passé pendant le confinement, mais ça veut dire qu'on ne peut pas non plus reprendre là où on en était avant le confinement, à mon avis, hein, sur la manière de faire avec les parents et de faire avec l'ensemble des acteurs sur le territoire. Donc, ce sont ces bouchées, je dirais, qu'il faut un peu exploiter localement, avec les moyens aussi très contraints dans lesquels nous sommes les uns les autres, mais avec cette prise de conscience, je crois, qui doit être collective. Donc, ce serait pour moi, à titre de citoyen, très décevant de voir que les choses reprennent leur cours comme c'était auparavant, comme s'il ne s'était rien passé. Je crois qu'on ne peut pas dire ça. On ne pourra pas dire ça. Merci. Merci pour ce mot de la fin. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée à tous et à toutes, un bon courage et de l'énergie dans la mobilisation aussi sur un déconfinement qui s'annonce aussi complexe, je crois, que la mise en place du confinement. Et j'espère à bientôt pour d'autres échanges, et puis au sein de la commission famille en tout cas. Et merci Pierre encore pour cette disponibilité, pour ce temps un peu pour prendre de la hauteur tous ensemble. Bonne journée à tous et à toutes. À bientôt. Merci, à bientôt.